C'est l'heure de Faubourg, le podcast qui donne de la voix à la rue. J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. de demander à l'Assemblée nationale Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. l'abolition de la peine de mort en France. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides. C'est donc incontestablement un texte généreux que vous avez voté aujourd'hui et nous vous en savons définitivement gré. Faubourg, c'est le nouveau podcast qui humblement va rencontrer ceux qui façonnent notre quotidien. Faubourg, ce sont des interviews, des mises en lumière, des reportages de terrain. C'est un micro et un seul. C'est une voix, la mienne, et celle de ceux que je rencontrerai. Faubourg, c'est une rencontre instantanée, un média nomade qui fait fi des origines, des genres et des classes, mais qui tentera d'élever des petites gens du quotidien, comme des grands humains qui méritent un autre destin. Faubourg, ce n'est pas écouter, mais c'est entendre. C'est comprendre, c'est partager, c'est mettre une voix, là parfois il n'y en a pas. Je m'appelle Antoine, j'ai 22 ans, et vous écoutez Faubourg. Êtes-vous allé voir Girl, ce film primé de la Caméra d'Or à Cannes en 2018 qui nous plonge dans le quotidien de Lara, une jeune adolescente transgenre qui rêve de devenir danseuse étoile. Un film éblouissant et intime, pudique mais violent, révélateur des difficultés de la transidentité dans l'espace public, encore marqué par le genre. Ce film d'une grande simplicité est pourtant le symbole d'un oubli, volontaire ou non, de ces personnes qui malheureusement ne sont pas nées dans le bon corps. Alors quelle est la place aujourd'hui pour la transidentité dans l'espace public ? Dans la rue, au travail, avec les amis, la famille, dans les médias et dans les rapports aux institutions et aux autres humains. Comment vivre aujourd'hui lorsque l'on est une personne transgenre ? Dans cet épisode, je vous propose de vous emmener dans le quotidien de Mathilde Girardi, une femme transgenre super active qui, en tant que référente de la commission trans inter de l'association Arc-en-Ciel Toulouse Occitanie, lutte en faveur d'une meilleure visibilité des personnes transgenres et contre toutes les formes de discrimination. Vous découvrirez son témoignage personnel, intime même de sa transition et de sa vision de la société. Elle nous parlera de transphobie professionnelle et administrative et nous confiera ses craintes et ses espoirs pour l'avenir. Faubourg, le podcast qui donne de la voix à la transidentité dans l'espace public, c'est l'épisode 2. Il y a quelques jours, Arlène Aliaga a enfin pu être scolarisée dans un lycée de filles alors qu'elle était inscrite jusque-là dans un lycée de garçons. C'est la première fille chilienne transgenre à pouvoir changer de lycée après un changement à l'état civil. Les médias nationaux ont relayé l'information et c'est arrivé jusqu'à nous, en France. La transidentité dépasse les frontières et c'est une bonne chose. En France, ils sont nombreux à lutter pour une meilleure visibilité des personnes transgenres contre les discriminations liées à la transidentité. Bonjour Mathilde Girardi. Bonjour. Vous êtes co-référente de la commission trans inter de l'association Arc-en-Ciel Toulouse Occitanie, une association à la tête d'un collectif d'une dizaine d'associations LGBTQI+, dans la région. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette association, ce qu'elle défend, quelles sont ses actions ? Notre démarche est d'accueillir en fait les personnes LGBTQI+ en difficulté ou ayant besoin d'aide. En outre, nous tâchons aussi par tout ce qui est intervention au milieu scolaire ou formation dans les milieux professionnels, de manière à augmenter la visibilité et surtout la compréhension qu'ont les gens de ce que sont les problématiques LGBTQI+. Nous avons des permanences de différents types. La permanence principale d'accueil et d'écoute, donc les samedis, 14h à 17h30. Nous proposons aussi, alors plus spécifiquement au niveau de la commission trans inter, des boudoirs qui sont dédiés aux personnes proches ou aux parents de personnes transgenres ou intersexes. Et de ce fait, souvent elles aussi en détresse. Et détresse qui se répercute sur leurs proches ou leurs parents. C'est véritablement un groupe de soutien, d'information et de soutien à ces personnes qui ne savent pas comment gérer cette situation, qui ont besoin d'apprendre en fait comment gérer ce genre de situation, comprendre les mécanismes de la transition, parce que souvent pour eux c'est quelque chose de nouveau. Le plus souvent qui nous revient d'ailleurs, pour eux c'est un tsunami, quelque chose auquel ils ne s'attendent absolument pas. La plupart des gens qui viennent sont souvent donc des parents d'enfants transgenres, et qui cherchent à aider leur enfant, mais qui ne savent pas comment s'y prendre. C'est le cas le plus fréquent que nous ayons. On commence à avoir du monde, ce qui est en soi un excellent indicateur, puisque il commence à y avoir un nombre croissant de parents d'enfants transgenres ou intersexes qui essaient de comprendre pour accompagner au mieux leur enfant. C'est un phénomène que j'ai constaté sur les 12 derniers mois. L'augmentation de la visibilité des personnes trans
vis-à-vis des médias, a amené un certain nombre de personnes à se poser des questions vis-à-vis de leurs enfants et de commencer à comprendre que il ne s'agit pas d'une maladie mentale, ce sont des personnes en souffrance qui ont besoin d'évoluer. Le fait que les parents aient pu avoir cette visibilité leur permet de chercher donc à comprendre comment mieux aider leurs enfants. C'est souvent effectivement d'adolescents ou de jeunes adultes, donc qui sont en souffrance, donc qui sont parfois même en conflit avec leurs proches, du fait de cette souffrance. Et les proches n'ayant pas les connaissances finalement nécessaires à aplanir les choses, de ces connaissances, de cette aide qu'on leur apporte, ça leur permet déjà eux de mieux comprendre, de mieux gérer les interactions avec leurs proches, et de ce fait de permettre à ces jeunes trans de mieux vivre leur transition. Donc ça évite aussi des explosions de famille. Oui, on en sent l'utilité parce que je pense qu'on ne connaît pas encore suffisamment la transidentité en dehors des milieux LGBT. Donc effectivement c'est quelque chose qui est encore nécessaire de manière à ce que les parents puissent gérer cette période délicate. Donc je pense j'espère qu'avec le temps, ce ne sera plus nécessaire dans le sens où les parents, enfin, la question de la transidentité sera beaucoup plus connue et intégrée à la société, et ce travail ne sera plus nécessaire. Quel est votre rôle au sein de la commission ? C'est organiser, c'est aussi participer aux permanences ? Ça se concrétise en quoi être co-référent, référent d'une commission ? Alors, la référence d'une commission, en fait, il s'agit surtout de la gestion. En soi, on va gérer la vie de la commission dans le sens où on va une gestion du budget. Principalement, au niveau de la commission trans, voilà, il s'agira de gérer souvent les événements. Les principaux étant donc les trocs trans, la quinzaine TQI en novembre. On travaille aussi sur les différents événements liés à la Pride. C'est quand d'ailleurs cette année ? Le samedi 8 juin. Parlons un peu de la situation en France et de la place des personnes transgenres dans l'espace public, dans l'ensemble de la société. Une question pour l'instant très générale, comment est-ce qu'on peut définir la situation actuelle À l'heure actuelle, en France, dans la plupart des cas, on ne retrouvera pas forcément une opposition directe aux personnes trans. Moi, j'ai plus constaté de l'ignorance. Souvent, parfois, une peur même liée à cette ignorance. Mais la plupart du temps, il va s'agir vraiment d'une question d'éducation pour que les gens l'acceptent mieux. Après, il y a toujours toute une frange de population qui reste hostile aux questions plus généralement LGBTQI+. La transidentité n'en est qu'une facette finalement. Mais dans l'ensemble, finalement, le plus souvent, on va retrouver une gêne des gens de par leur méconnaissance de qui nous sommes. Et de ce fait, une inquiétude sur la manière de réagir vis-à-vis de nous. L'un des exemples les plus frappants que j'ai pu avoir, c'est lorsque j'ai changé de véhicule. Le petit vendeur avait parfaitement conscience du fait que nous étions trans, et ne connaissant pas vraiment la question, il ne savait pas comment réagir. Je l'ai senti extrêmement mal à l'aise, à marcher sur des œufs, à ne pas savoir comment se positionner. Et d'un certain côté, j'ai eu un peu, entre guillemets, pitié de lui, et je lui ai dit, oui, nous sommes trans. Et là, à partir du moment où il a su nous situer, il s'est complètement détendu. Voilà, il fallait juste qu'on lui mette un cadre où il pouvait se retrouver et se positionner par rapport à une personne. Et cette ignorance, cette incapacité à se positionner, fait que souvent, la plupart des gens sont très mal à l'aise. Donc moi, je m'aperçois que de plus en plus, on a un problème d'ignorance. Il y a toujours, et je pense que malheureusement, il y aura toujours des problèmes de transphobie, homophobie ou autre. Mais ça passe par l'éducation. Mais ça passe véritablement par l'éducation. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre situation personnelle en tant que personne transgenre dans la société ? Comment est-ce que vous, sur le plan personnel, vous le vivez ? Alors, concernant mon vécu, ayant enterré complètement ma transidentité assez jeune, puisque même si j'en ai eu conscience jeune, j'ai tout enterré pendant pratiquement 30 ans. Ma vie, on va dire, d'adulte s'est résumée entre mon travail et les jeux vidéo, sans véritablement d'interaction sociale quelle qu'elle soit, sans vie en définitive. Et si la prise de conscience de ma transidentité a été assez sportive, ça a été un moment très 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 compliqué.
Les débuts ont été... Bon, de toute façon, je pense que c'est valable pour tout le monde, les débuts sont très chaotiques, parce qu'à partir du moment où on fait son coming out, on va lancer une transition, on va physiquement changer, on ne peut pas le cacher. Donc à partir de là, il va falloir s'exposer au regard des autres. Et c'est l'une des choses les plus difficiles qui soit. De finalement, on peut presque dire, s'exposer à nu pratiquement, parce que c'est vraiment son intimité, la perception que l'on a de soi. Tout ce qui nous est finalement le plus intime, on va l'exposer. Et c'est en soi terrifiant, c'est très très difficile à faire. On souffre trop à ne pas vivre qui on est, mais c'est quelque chose qui reste quand même assez difficile. En fait, c'est pas une seconde vie, c'est le début de la vie. C'est le début de notre vie. Tel que finalement, enfin entre guillemets, elle aurait dû être, c'est peut-être pas forcément les bons termes, c'est un petit peu plus mon ressenti, tel que j'aurais finalement dû la vivre. Bon, je la commence un peu tard à 40 ans, mais bon. Parce que depuis, c'est, on en parlait tout à l'heure, c'est plus de vie sociale, c'est l'association aussi, c'est... Voilà, c'est depuis, ben voilà, j'ai une vie sociale, je sors, chose qui a traumatisé quelques-uns de mes vieux amis, et même avec un treuil, on me sortait pas de chez moi. Puis c'est aussi... C'est l'amour, l'une des choses les plus finalement fondamentales qui soit en définitive, et qui nous est toujours très compliqué malgré tout. Mais bon, du coup, étant moi-même, j'ai pu aller vers les personnes qui m'attiraient. Ah, c'était complètement impossible. Je pouvais certes aller vers des femmes, mais même en n'ayant pas conscience, je restais une lesbienne, et donc j'avais des réactions de lesbienne. Et ce qui fait que les femmes cis hétéros étaient particulièrement mal à l'aise avec moi. J'avais des réactions qui n'étaient pas celles d'un mec. Et depuis que j'en ai pris conscience, maintenant, je suis pratiquement marié à une femme exceptionnelle. Donc voilà, c'est une libération. Des images que j'ai, par exemple, c'est qu'on a enlevé une vitre sale d'entre moi et la vie. J'ai d'un seul coup la vue, la perception d'une vie. De qui je suis, de qui j'aime, de qui je... Comment dire ? De ce que je peux être, de ce que je peux faire, Être soi. Être soi, voilà. Pour beaucoup d'entre nous, en définitive, il s'agit juste de vivre sa vie telle qu'on est. Petit à petit, on sort des clichés. C'est-à-dire que souvent, la transidentité a été réduite aux personnes, donc MTF, aux femmes trans, hyper féminisées, correspondant à limite à des clichés de féminité. Donc, qu'est-ce que la féminité ? C'est une perception de soi, c'est être soi. Une femme ne se définit pas par une jupe ou par... voilà. C'est lié à une société strictement, très patriarcale, pas forcément strictement, mais très patriarcale, qui met l'homme en avant, et qui, d'un certain côté, fétichise la femme. On en fait un objet. Et une femme doit correspondre à certaines choses, à un certain code vestimentaire, à une certaine expression, et donc on va la réduire, entre guillemets, à un visuel. On verrouille des critères de féminité qui ne s'appliquent pas aux hommes, bien qu'il y ait quand même d'autres critères masculins qui soient très fermés. D'ailleurs, un homme ne pleure pas, un homme ne doit pas être sensible, mais ils sont quand même moins... Ils ont plus de liberté, on va dire. Les hommes ont plus de liberté d'expression que les femmes qui doivent correspondre à un certain stéréotype dans notre société. J'ai lu un article disponible sur internet, un article passionnant de Milan Bonté qui a abordé la transidentité dans l'espace public. Et il dit que l'espace public, c'est un espace qui est censé être neutre, où est-ce qu'il y a toutes les personnes, tous les genres, et pourtant il ne l'est pas, car cette société est façonnée par des hommes, pour des hommes, et il y a des normes qui s'appliquent, et parfois c'est la proie à des agressions, à des discriminations dans l'espace public. Est-ce que aujourd'hui l'espace public, en particulier la rue, c'est un endroit favorable aux personnes transgenres, ou est-ce que c'est encore compliqué ? Alors, là on va avoir plusieurs mécaniques qui vont rentrer en ligne de compte. En tout début de transition, là où on est véritablement
perceptible physiquement en tant que personne trans, la rue est un espace qui peut s'avérer horrible. Le regard des autres sur soi est terrifiant, parce que j'ai entendu des gens gueuler « Ah, c'est un mec, un travelo !» Donc on a toujours cette, pas forcément simplement cette peur de l'agression, mais qu'elle y soit aussi, mais ce malaise de vouloir exister tel qu'on est, mais tout en étant rejeté par la société. En définitive, enfin ça j'y reviendrai après. Donc au début, c'est souvent très très difficile. Quand on est visible, c'est très très difficile. À partir du moment où on commence à être de moins en moins perçu en tant que personne trans, il reste tout de même cette sensation d'être observé et jugé. Et c'est l'une des choses dont il est le plus difficile de se débarrasser. Je m'aperçois que même encore maintenant, au bout de 2 ans de transition, j'ai toujours... Alors ça n'est absolument pas le cas, quelqu'un va me regarder passer comme n'importe qui, mais on a toujours le sentiment d'être jugé. Et pourtant, ça n'est qu'un sentiment, mais on est tellement jugé par cette société au départ, ça reste ancré. C'est toujours, voilà, il y a toujours un reste, ça met... une transition, voilà, n'est pas que physique, ni simplement sociale, mais en soi-même, il faut arriver à dépasser cette sensation d'être jugé par les autres. Et c'est pas simple. Ce qui fait qu'effectivement, pour nous, l'espace public reste toujours quelque chose de difficile. C'est difficile au travail, c'est difficile entre amis aussi. Au niveau des amis, on en revient toujours un petit peu au problème classique de l'éducation. C'est-à-dire qu'une personne qui aurait été éduquée avec une certaine tolérance, avec une certaine ouverture d'esprit, ne comprendra peut-être pas forcément d'emblée toutes les subtilités de la chose, mettra toujours forcément un certain temps à s'adapter, mais l'acceptera. Voilà, c'est très très lié à la manière dont on a été éduqué, aux connaissances que l'on a aussi, puisque finalement il y a eu quelques cas où si les personnes étaient extrêmement réfractaires au départ, le fait de connaître un petit peu mieux les questions de transidentité fait qu'elles ont, on va dire, dépassé leur éducation et compris qu'en fait, c'est toujours la même. Enfin, on est juste nous-mêmes, libres. Et de ce fait, parviennent à accepter ce changement, alors que d'autres restent coincés. Voilà, au niveau du milieu professionnel, on va avoir d'autres problématiques, parce que souvent d'entrée de jeu, outre la question du coming out qui est toujours très délicate, puisqu'on ne sait jamais vraiment comment ça va se passer, et en fonction, on peut perdre son boulot. Ça arrive aujourd'hui. Alors, perdre son boulot lorsqu'on est en CDI depuis quelque temps, non. On vous poussera plus discrètement vers la sortie sur une plus longue durée. Il y a quand même une protection en France, plus étendue concernant toutes les personnes LGBTQI+. Il y a une protection légale, qui est une interdiction des discriminations, quelles qu'elles soient, que ce soit vis-à-vis de la femme, des discriminations donc de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre, qui sont maintenant codifiées au niveau directement du Code du travail. Donc, alors après, par contre, ça a un effet pervers. Étant donné que nous sommes difficilement licenciables, qu'à l'heure actuelle, les entreprises ont souvent besoin de flexibilité, les responsables d'entreprise ont beaucoup plus de mal à embaucher une personne dont elles savent qu'elle sera très difficilement licenciable. Notre surprotection nous dessert d'un certain côté. Donc il y aura en fait une discrimination, cette fois, à l'embauche. Voilà, ça, ce serait sur une discrimination à l'embauche. Il ne s'agit pas de caractériser en soi une transphobie, bien que ça existe, ma compagne a eu le cas, et c'est quand même, ça reste encore relativement courant. Après, c'est vrai que certains hésiteront vis-à-vis de l'image de l'entreprise. Je sais qu'on a déjà vu le cas plusieurs fois, ce qui est une discrimination aussi, de toute façon. Donc au travail, entre amis, mais également au niveau de l'administration. On sait qu'aujourd'hui, c'est un processus pour se faire reconnaître sur les papiers, sur l'état civil. C'est aussi compliqué pour les personnes transgenres aujourd'hui. En particulier, les problèmes qui vont se poser sont souvent lors de
de la période où les papiers ne correspondent pas complètement à la personne, que ce soit au niveau des photos, que ce soit aussi au niveau de la mention de sexe sur les documents officiels, qui pose souvent un certain nombre de problèmes. Par contre, c'est quelque chose qui évolue, dans le sens où depuis décembre 2016, loi est passée, permettant en fait un changement d'état civil un petit peu plus rapide. C'est-à-dire que le changement de prénom se fait maintenant sur demande en mairie, et en général, sur les grosses mairies, ça va quand même relativement vite. Donc en 2 mois, on peut avoir sa carte d'identité à son prénom. Par contre, la mention de l'indication du sexe de la personne sur la carte d'identité en particulier, elle est toujours soumise à un jugement via un tribunal de grande instance. C'est une procédure qui est donc plus longue, plus lourde, plus difficile aussi. Et dans l'idée, maintenant qu'on a réussi à obtenir le changement de prénom en mairie, la prochaine étape sera le changement de genre en mairie. Parce qu'aujourd'hui, une des luttes, c'est d'enlever ce passage devant le juge. Voilà, ce serait sur du déclaratif en mairie. En définitive, quelle est l'utilité d'un juge à ce niveau-là? Dans le changement d'état civil aujourd'hui, on a fait un premier pas avec le prénom, donc maintenant on n'a plus qu'à embrayer sur le deuxième pas. Les deux devaient passer impérativement devant un tribunal, où souvent on vous posait des questions gênantes. Donc de ce fait, voilà, on reste toujours dans une appréciation compliquée au niveau d'un jugement. On est au mois de mars, dans quelques jours, à l'heure où est-ce qu'on enregistre cette émission, c'est juste avant la journée mondiale de la femme, et c'est la journée de toutes les femmes, également des femmes transgenres, car les discriminations sont également applicables aux discriminations des femmes transgenres. Ça se traduit par également du sexisme, également de la misogynie. Comment est-ce que ça se traduit? Toujours, on a été, pour celle de ma génération finalement, élevé en tant qu'homme, grandi en tant que tel, et décidant de vivre nous-mêmes, on franchit d'un certain côté cette barrière qui nous amène à constater le sexisme de la société. Et il faut bien avouer que c'est quand même très impressionnant. Je dirais que, entre guillemets, on le prend en pleine face, dans le sens où au fur et à mesure de discussions que j'ai pu avoir avec des amis cisgenres, eh bien, elles ont grandi dans cette société. Et si cette pression s'exerce toujours sur elles ont grandi avec. D'un certain côté, elles s'y sont adaptées. Mais nous, d'un certain côté, on subit cette pression d'un seul coup, et n'ayant pas non plus été éduqués dans cette société. Quand on est une femme cis, on s'habitue à cette pression sexiste, à ce milieu misogyne, alors on s'y acclimate d'un certain côté, on le perçoit toujours, mais d'une manière bien moins aiguë. D'un certain côté, on gravit une rampe alors que les femmes trans prennent une marche. Quelles sont les conséquences aujourd'hui de la transphobie sur les personnes transgenres? Parce que on sait qu'il y a de la transphobie. On le voit, on l'entend maintenant, il y a des personnes qui mettent sur les réseaux sociaux, on le voit qu'il y a des actions transphobes qui se profilent. Ah, ça peut avoir des impacts catastrophiques. Moi, ce qui m'est arrivé à l'époque, ça a été l'une des personnes de la boîte d'intérim où je bossais, qui, alors, j'avais déjà commencé ma transition depuis un petit moment, donc je me présentais physiquement en tant que femme, et qui, lorsqu'elle me voyait débarquer, me disait « Bonjour monsieur Girardi », invariablement. Enfin, sauf quand il y avait des témoins. Ceci dit, c'était strictement volontaire. Là, il s'agissait bien d'un acte transphobe. C'est très très difficile. Comme, finalement, en s'acceptant, en commençant une transition, eh bien, effectivement, comme je l'ai dit précédemment, on se montre en définitive à nu. On s'expose complètement. C'est l'un des points les plus difficiles. Et de ce fait, cette personne vous tape allègrement dessus, alors que vous n'avez plus aucune protection. Et psychologiquement, c'est quelque chose de très 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 dur. Pour quelqu'un qui sera moins posé, qui sera peut-être plus fragile ou moins capable de passer outre, ça peut mener au suicide. On a déjà vu plusieurs fois ce genre de cas où l'entourage, niant l'identité d'une personne trans, va la pousser au désespoir et au suicide. Pour moi, d'un certain côté,
En équivalence, je dirais que c'est pousser au suicide quelqu'un qui est en fauteuil roulant. Est-ce que c'est acceptable ? Je pense pas. Ça va en fait, la transphobie, ça va de la simple blessure, au pire, à se donner la mort. Ah oui, tout à fait, ça peut aller très très loin, et très rapidement d'ailleurs. On a déjà vu plusieurs cas, récemment on en a vu un en Angleterre, un aux États-Unis, où la pression des autres élèves a mené ces personnes au suicide. Donc ça peut être dramatique. C'est souvent très dur, parce que il faut pouvoir l'encaisser, mais derrière ça peut avoir des conséquences catastrophiques. On parle souvent effectivement en termes d'agression transphobe, d'agression physique, mais ces agressions psychologiques sont souvent beaucoup plus dévastatrices, même si elles ne laissent pas de cicatrices. Et comment aujourd'hui on y lutte contre cette transphobie au quotidien ? Ça passe aussi par exemple par l'association. Par quoi ça se caractérise la lutte contre la transphobie aujourd'hui ? Au niveau des luttes, hors les cas entre guillemets désespérés, où là il faudra passer par la loi, c'est malheureusement souvent l'un des seuls recours et qui est souvent très compliqué. Sinon, ça va être par l'éducation, justement. C'est le meilleur moyen. Mais après, effectivement, on va s'y retrouver souvent à devoir le gérer par la loi, que ce soit vis-à-vis d'un tribunal de grande instance, des prud'hommes, même du système interne d'une société, parce que de toute façon, en cas de discrimination, en particulier dans une entreprise, il faut faire remonter l'information. Mais c'est toujours quelque chose d'extrêmement difficile, déjà de se dire, d'accepter de dire à ses responsables, je suis victime de discrimination. C'est déjà difficile à dire, c'est très difficile à prouver. Donc ça reste une épreuve compliquée. C'est pour ça aussi que derrière, les associations sont un soutien précieux. À Toulouse, il y a à minima 4 ou 5 associations qui luttent soit contre la transphobie directement, soit contre tout ce qui est LGBTQI-phobie. Mais non, on a quand même du monde, on a de la ressource. Souvent des avocats qui sont proches de ces associations. Certaines personnes sont parfois formées dans les associations de par leur parcours professionnel à certaines questions. En particulier à ce niveau-là, je parlerai de tout ce qui est syndicat professionnel. Parce que j'ai une personne qui m'a pas mal aidé sur ce sujet il y a quelques temps, qui m'a donné pas mal d'indications sur des axes de travail pour ce cas-là. On arrive toujours à trouver du soutien, même si derrière les procédures sont souvent longues, compliquées, et qu'il y a toujours un malaise à aller voir les forces de l'ordre dont on ne sait jamais vraiment quelles seront les réactions. L'un des problèmes, c'est... je pense qu'on parlera plus de transphobie administrative, plus que de transphobie liée à une personne, puisque souvent les personnes trans sont mégenrées, ou on utilise les mauvaises civilités les concernant, tout simplement parce que les papiers ne sont pas à jour. C'est-à-dire que si par exemple je devais aller porter plainte, on me dirait « Bonjour monsieur Girardi ». Et dans une situation difficile, quelque chose qui vous mine. Après, il y a quand même des formations. On commence à former les forces de l'ordre aux questions LGBTQI+. Mais je pense que c'est quelque chose qui risque d'être plus long. Et puis même, l'autre souci, c'est que malheureusement, c'est valable aussi pour tout le monde, les forces de police commencent à avoir beaucoup de limitations, en fait. Je sais que beaucoup de crimes ou de délits ne sont pas résolus tout simplement par manque de moyens. Comment est-ce que aujourd'hui on peut faire pour amener la question de la transidentité dans le débat public ? Par quoi ça peut passer ? Bien, à l'heure actuelle, surtout en ce qui nous concerne, nous avons beaucoup de documentaires. Faisons des formations dans les milieux professionnels. Bien, donc, nous faisons aussi des interventions en milieu scolaire. À partir d'un certain âge, l'éducation de l'environnement de l'enfant va commencer à formater l'enfant en fonction du milieu dans lequel il grandit. De ce fait, certaines bases sont déjà ancrées. Et d'ailleurs, récemment, le gouvernement s'est aperçu de ça. Et il y a une campagne qui a été lancée, et une préparation justement à la sensibilisation au niveau des écoles. Finalement, à ce que les enfants soient plus tolérants d'entrée de jeu. C'est-à-dire que plus on est sensibilisé jeune, moins les marques à poser par la société derrière auront de prise d'un certain côté. Ce qui fait que l'enfant pourra s'échapper plus facilement du carcan social dans lequel il se retrouvera en fonction des milieux
où il va grandir. Le carcan social sera plus ou moins important, plus ou moins rigide. Mais de ce fait, de parvenir à les sensibiliser jeunes, laissera une porte ouverte. En fait, voilà, tout à fait, ça passera obligatoirement par le... Ce serait beaucoup plus simple que ça passe par l'éducation nationale, parce que les associations n'ont quand même pas une capacité aussi importante à la sensibilisation. Je veux dire, nous avons des bénévoles, en nombre qui reste quand même limité, avec des capacités d'action limitées. Il faudrait pouvoir faire plus, et à la limite, systématiser cet enseignement, ce qui serait beaucoup plus bénéfique à plus d'un titre. Comment est-ce qu'aujourd'hui les personnes concernées, les personnes transgenres ou les alliés peuvent aider sur la question de la transidentité? Je veux dire à l'heure actuelle que c'est une question d'augmenter la visibilité des personnes. Et par l'éducation. Le fait d'en parler, le fait de faire connaître en fait un petit peu les personnes trans, qui elles sont, etc. Moi j'ai eu le cas avec un petit voisin que je croisais régulièrement, qui était un petit peu mal à l'aise, jusqu'au jour où je lui ai parlé de transidentité. Et qui m'a regardé, qui m'a dit « Ah ouais, quand même, c'est pas du tout ce qu'on croyait. » Il me dit « J'en parlerai à mon colocataire, parce qu'on se faisait des idées complètement fausses. » Et il m'a dit « Merci. C'est vachement sympa parce que maintenant on comprend beaucoup plus. » Et finalement, de ce fait, ils nous acceptent mieux. Ils sont moins mal à l'aise à tourner sur les vieux clichés qu'on avait de la transidentité à l'époque. Combler cette ignorance. Après, bon, il restera toujours les irréductibles transphobes, LGBTQI-phobes ou autres, où là, malheureusement, ça se passera par la loi. Parlons un peu maintenant, justement, du futur, de l'espoir. Comment est-ce que vous voyez la société? Allez, si je vous dis 10, 20 ans... Moi, au vu de la société qu'on a à l'heure actuelle, je dirais qu'on aura les deux côtés. On aura une société plus ouverte et plus fermée. Il y a une scission qui s'est amorcée, j'ai l'impression, ces dernières années. Et il y a une montée, en fait, à la fois des extrémistes et de l'ouverture. On arrive à un palier d'un système de fonctionnement et les sociétés vont évoluer. Je pense qu'une société n'évolue quand même pas en quelques années, et que d'ici 10 ou 15 ans, effectivement, les extrêmes seront plus marqués. Ça va se diviser. Je pense que ça ne durera pas, de toute façon, ce genre de scission ne peut pas durer, mais je pense qu'on va voir ce genre de montée. Et après, on va revenir à un équilibre qui, je l'espère, sera quand même plus axé sur la diversité. Non, ce sera certainement le cas, en fait, puisque, de toute façon, en étudiant les réseaux sociaux, en voyant comment évoluent les jeunes, etc., on a quand même une évolution vers la diversité. Mais je pense que les extrêmes vont quand même se déchaîner. Je pense qu'on va vers une période qui va être un petit peu trouble. Avec une partie de la société qui est très favorable à la montée des diversités, à la lutte pour les minorités. Oh, je pense qu'on va avoir probablement une montée en puissance encore des agressions LGBTQI-phobes, mais je pense aussi que ce sera valable pour tout ce qui est personnes racisées. En fait, je pense qu'il va y avoir une sorte d'augmentation, une volonté de diversité, et en contre-pouvoir, un refus de la différence, quelle qu'elle soit. On pourrait parler d'un certain côté du principe de réaction à ce niveau-là, puisqu'une société a une certaine tendance à l'immobilisme, à vouloir rester telle qu'elle est. De ce fait, cette prise de parole amène une chose que j'ai entendue justement au début de ma transition. Cette prise de parole amène les gens à devoir sortir de leur confort psychologique, de leur zone de confort psychologique. Et donc, on n'aime pas trop perdre notre petit confort, on va dire. Donc, d'un certain côté, il y a une réaction opposée qui se fait. Et enfin, dernière question, si vous pouviez vous adresser à n'importe qui, à une seule personne, ce serait qui et vous lui diriez quoi? Honnêtement, sur ce sujet-là, en tout cas, finalement, la seule personne, en l'occurrence, c'est une personne morale, il se trouve que c'est l'association Arc-en-Ciel Toulouse Occitanie, où je les remercie, parce qu'ils ont été bouteilles d'oxygène pendant un certain temps, et je m'y suis investi pour faire profiter ceux qui viennent ensuite de ce que j'ai pu avoir, de ce dont j'ai pu bénéficier de la part de cette association. C'est pour ça que je m'y suis investi, pour ça que je veux absolument la préserver. Je suis arrivé vraiment en tant que personne trans. C'est vraiment tout début de transition, puisqu'à l'époque j'avais encore une apparence masculine qui cherchait de l'aide. J'avais une petite idée des procédures d'une transition, mais pour le reste, je ne connaissais pas de personnes trans. Je
n'avais pas idée de ce qu'était une transition complètement. Donc je suis arrivé avec beaucoup de questions et une demande d'aide. Et ensuite, pendant plusieurs mois, ça a été le seul endroit où j'ai pu vivre moi-même sans me sentir jugé, sans qu'on me regarde de travers, sans que... Juste vivre, juste pouvoir respirer. Et c'est pour ça que je le décrivais en tant que bouteille d'oxygène. Et c'est ce que je veux porter. Permettre aux gens de pouvoir exister. Et leur permettre finalement de pouvoir être eux-mêmes. Les aider à être eux-mêmes. J'ai pris une claque, une leçon de vie, encore. Je suis resté 3 heures avec Mathilde. On a fait connaissance, on a parlé de nous et des autres. On a parlé et encore parlé. Et on en avait tous les deux besoin. Elle s'est confiée à mon micro, sans filtre, et je me suis confié à elle, tout naturellement. Alors merci de ta confiance, merci de ta sincérité, de ton partage et de ton sourire. Merci à vous également d'avoir écouté jusqu'au bout ce que Mathilde avait envie de partager aux yeux des autres. Elle a su cacher sa grande timidité pour vous parler sans vous connaître. Si ce 10e épisode vous a plu, rejoignez Faubourg en vous abonnant sans plus tarder. L'épisode 3, c'est pour bientôt, pour faire entendre encore plus fort la voix de ces acteurs qui ont fait hier, qui font aujourd'hui et qui font déjà demain.